que quand vous avez une densité surfacique de courant, en fait, pour revenir à la densité au courant lui-même, il faut multiplier par une longueur et pas par une longueur au carré. D'accord. Donc ça, vous voyez comment? Surfacique J. Si vous remontez à I, vous avez J fois une longueur. Alors si vous voulez comprendre ça simplement, c'est quand vous avez une densité, par exemple quand vous êtes à 3D, pour avoir I, vous multipliez J par une surface. D'accord? Donc vous avez ici une dimension de moins que le courant que vous voulez avoir. D'accord? Si vous êtes dans un système à 3D, pour avoir le courant, vous multipliez la densité de courant par une surface qui a 2 dimensions. Donc quand vous êtes à 2 dimensions, si vous voulez le courant, vous multipliez la densité de courant par une surface qui a une dimension. D'accord? Donc vous pouvez vous le voir comme ça. Ici, si vous avez une ligne qui est comme ça, la densité de courant c'est J, comme ça. Si vous voulez avoir le courant qui passe, ça va être J. Le courant qui passe, ça va être J fois la surface qui est là. D'accord? C'est pour ça qu'il n'y avait qu'un seul R sinus θ qui intervient et pas deux fois dans le système. Donc ça, c'était... bon, ça, c'est un piège tout bête, hein, mais il faut... Je vous rassure, je suis tombé dedans aussi. Hein, c'est pour ça que ça ne marchait pas après. C'est l'intégrale de... c'est l'intégrale de J ds. Oui, voilà, après, il va y avoir des... C'est pour ça que quand vous avez... On va regarder ce que vaut ce DL, mais il faut voir R de θ, et vous n'avez pas de R carré, du R carré, sinus carré, θ qui interviennent. C'est ce qui vous fait ce truc. C'est pour ça qu'il y en a qui se retrouvent avec des sinus puissance 4, des endroits. Bon, alors, notre cercle. Alors, la loi de Biot et Savart, je vous la rappelle hein, quand même, on va la garder dans un coin. Vous avez B de M qui est égal à mu0 sur 4pi. Puis vous avez une intégrale de I dl vectoriel U sur OM au carré. Voilà. Bon. Alors nous, on est sur une sphère. Alors ce qui se passe, c'est que on va la faire en plus grosse, la sphère, sinon on ne va pas s'en sortir. J'essaie de en faire une belle. Ça, comme ça. Voilà, j'ai jamais fait un truc aussi beau de ma vie. Bon, donc on est comme ça sur ma sphère. Et en fait, elle a ici un centre. Je ne sais pas comment je fais les traits avec ça. Bon, elle est comme ça. Non, je sais comment ça fonctionne. Voilà. Donc ici, elle passe par un centre. Comme ça. Elle passe par un centre. Hop, une ligne comme ça, qui est son centre. Et on prend ici, on va dire que le centre est par là, le centre haut, et puis bon, j'ai une sphère qui fait comme ça. Alors, on va dire que ici, j'ai mon petit élément de courant dl, d'accord. Alors évidemment, oh non, je suis bête, il ne faut pas le faire, c'est droit, il n'est pas courbé, hein, on est bien d'accord. Ici, on va regarder du point O jusqu'à ce point-là. Boum. Voilà, donc bon, ben, c'est à peu près tout ce qu'on a. Donc ici, on a un angle θ qui est là. Et puis, c'est à peu près tout ce qu'on a.
Hmm. Non, en fait, O, c'est bien le centre de la sphère, non? Ouais, O, c'est le centre de la sphère, ouais, c'est ça. Donc ça, c'est une tranche de sphère, si vous voulez. On va sommer toutes les tranches de sphère, c'est une spire. D'abord calculer l'intégrale sur une spire et ensuite on intègre sur toute la... Voilà. On va intégrer sur θ. Quand on va intégrer sur θ, on va intégrer sur toute la spire. Donc, limite, on va calculer déjà à θ fixe. C'est ce qu'on va faire. Ouais, tout à fait. Bon, alors, on va couper un petit peu ce truc en trois, si vous voulez. Alors, dans Bio et Savart, il y a bon, différents termes. Il y a celui-là. Il y a ce truc-là. Et puis nous, en plus, ce qui va se passer, c'est qu'on va regarder selon l'axe, cet axe-là, qu'on va appeler bon, Z, si vous voulez. Donc ce résultat, il va falloir le projeter sur cet axe-là. Okay, donc il y a trois choses à faire. Okay. Ça et une projection. Monsieur, Ouais. du coup, on dit que P c'est souvent l'axe Z. Est-ce que c'est par rapport à la règle de la main droite? Dire que le courant c'est comme ça, du coup, si je fais comme ça sort. Alors, vous pouvez le faire effectivement un courant comme ça, il vous fait forcément un axe comme ça. Vous pouvez le faire aussi sur la loi de Curie, forcément pour des raisons de symétrie, il peut être que sur l'axe Z. Parce que vous avez une symétrie de rotation, donc vous ne pouvez pas avoir quelque chose qui est dans une autre direction que l'axe Z. Alors, par contre, la direction du champ à droite ou à gauche, elle dépend effectivement du sens du courant. Donc, si le courant tourne comme ça vous fait un champ vers la gauche, et si le courant tourne comme ça vous fait un champ vers la droite. Oui. Parce que le U dans la formule du champ, ça Ouais. représente quelle direction? C'est quelle direction? C'est UR de. Quelle direction? Oui, le U vecteur. C'est la direction de. Alors c'est la direction de B vers M, c'est-à-dire. Attendez, il faut faire un dessin là parce que ça c'est vrai pour un dessin bien particulier, donc vous êtes dans un système comme ça. Vous avez ici le point B, le point M, d'accord, la spire est comme ça. Et ce qu'on est en train de calculer, c'est le champ ici. Point U. Il est vraiment trop moche mon dessin. Et en fait, ici, vous avez ce qu'on va calculer ici, c'est BM. On va le mettre comme ça. D'accord, donc ça, bon, c'est la norme de BM, mais le U, c'est un truc qui va de l'anneau, qui va de la spire vers le point où on calcule le champ. D'accord. Donc là, notre point U, il va aller comme ça, dans ce sens-là. C'est UR. U, ouais, c'est UR. Coordonnées, ça serait UR. Mais de toute façon, ça, c'est à peu près, si vous voulez, ça dépend du système de coordonnées que vous choisissez. Hein, donc, c'est pas très important. Ici, on va se mettre en coordonnées cylindriques par rapport à l'origine du point O, ce qui est plus simple. Alors, premièrement, on va exprimer le courant I. Dans le courant I, donc n'oublions pas que c'est un courant surfacique. Donc si je prends une petite bande de courant, alors en fait je vais faire ça comme ça. Si vous prenez une bande de courant comme ça c'est une partie de ma sphère qui a un rayon R. Si je regarde ici avec un centre, si je varie de dθ, pardon, ici ma bande elle a une longueur R dθ. D'accord? Avec le rayon R ici. Donc mon courant, lui, il a une valeur qui vaut J fois R dθ. D'accord? Ça, c'est simplement ma densité surfacique de courant fois une petite bande une petite bande élémentaire qui tourne le long de mon bout. Du coup, dθ n'est pas fixé.
C'est une différentielle. Oui, je parle du θ, le θ de la coordonnée sphérique. Alors, le θ, il est. θ, pour l'instant, il est fixé, mais c'est une variable sur laquelle on va intégrer. Ah, d'accord. Du coup, le fait qu'on avait pris une spire élémentaire de la sphère, je pensais déjà qu'on avait fixé θ d'abord. On calcule le champ pour cette spire et ensuite on Tout à fait. Tout à fait, vous avez raison. Vous n'avez pas mieux de nommer ça défi, de prendre Mais vous avez un phi aussi. une autre variable. Mais vous avez aussi un phi. Ah oui, Vous avez aussi un phi qui intervient. Ça, c'est le θ des coordonnées cylindriques. Enfin, aux coordonnées polaires, c'est le vrai. C'est le vrai, c'est le θ des coordonnées sphériques, hein, c'est le vrai. Donc, ouais. Non, parce que dans Bio et Savart, ce que vous avez ici, c'est vraiment le courant. Le courant qui circule. Ah oui, vous voulez dire que c'est une bande élémentaire de courant, c'est ça que vous voulez dire? C'est-à-dire que c'est le courant, ça c'est le courant qui circule dans ma spire. D'accord? C'est le courant qui circule dans ma spire ici. Okay, donc il fait tout le tour de ma spire. Est-ce que tout le monde a compris pourquoi on a un R de θ qui intervient ici? Ouais. Du coup, en fait, j'ai pas bien compris votre formule, mais quand vous voyez maintenant le DL du courant, j'avais pu me placer sur le cercle que vous avez choisi, la spire que vous avez choisi. Eh non, justement, l'erreur. Parce que vous êtes. Mais non, parce que oui, mais le problème c'est que vous devez garder. Alors ça c'est un problème. Ça c'est un problème fondamental. C'est que vous n'êtes pas sur un cercle, vous êtes sur une sphère. Et vous êtes en train de couper votre sphère en morceaux. Or, vous devez garder la même origine pour tous les cercles que vous allez faire. Vous n'avez pas le droit de changer de système de coordonnées à chaque fois. Ça veut dire que vous êtes en train de prendre un centre ici, c'est l'après vous prenez un centre ici, c'est l'après vous prenez un centre ici. Ça, vous n'avez pas le droit de le faire. Il faut garder le même centre à chaque fois. Ok ? Alors maintenant, dans l'énoncé, ils nous disent quelque chose, c'est que J est donné par J0 sinus θ. C'est ça qu'ils nous donnent. Voilà, J0 sinus θ. Donc vous trouvez que ça fait simplement J0 sinus θ R dθ. D'accord? Donc ça, pour le courant, c'est une affaire qui est réglée. Alors, maintenant, il nous reste, donc ça, on va appeler ça le terme 1. La partie 2, maintenant, c'est celle-là. Vous n'arrivez pas à voir le θ, c'est pas facile à voir. Dans cet exo-là, il y en a dans tous les sens. Hein. Parce que le DL vecteur, c'est toujours suivant du phi vecteur. Ça va être du phi vecteur vectoriel, UL vecteur. Donc ça donne le θ vecteur. C'est ça? Le DL vecteur. Ouais. C'est suivant du phi, non? Le UL vecteur, il est selon UFI, ouais, tout à fait. Donc, UFI vecteur vectoriel, UL vecteur, ça va faire. UFI vecteur vectoriel, vous dites lequel? UL vecteur. UR, ça donne le troisième, ça donne Uθ vecteur, ça c'est par définition. C'est bon, on peut y aller? Dites-moi si vous avez des soucis. C'est bon? Alors, le 2, c'est DL vectoriel U. Alors, DL vectoriel U, ça, si vous regardez un petit peu ce que ça vous donne, DL, c'est une bande élémentaire. Alors, c'est là où vous avez quelque chose qu'il faut faire attention, c'est que quand vous projetez ça, DL vectoriel U, vous avez un terme sinus θ qui va intervenir. Ok? Vous avez un terme qui
Là, pour l'instant, le champ est... Le champ... Alors, attendez, justement. Le champ, pour l'instant, est dans quelle direction? Pour l'instant, le champ... Là, je dessine vraiment mal. Pour l'instant, mon champ, il est comme ça. D'accord? Pour l'instant, le champ, il est comme ça. Pardon, le? Ouais. Quel produit vectoriel? DL vectoriel U, c'est selon U θ, ouais. Ce que vous avez fait, c'est pas θ, le dB, il est porté par... il est porté... Non, mais il a une composante... il a... attendez, je dis une bêtise. Alors, il a une composante selon... il y a une composante selon... Ah, mais si, parce qu'en fait, vous êtes sur une sphère, mais là, vous ne voyez pas, parce que, en fait, le truc, il est sphérique, si vous voulez. Donc, si vous regardez sur une sphère, mon truc, là, vous avez l'impression que c'est un plan. Mais en fait, ça tourne comme ça. Donc, en fait, votre Uθ, il est comme ça. Il est perpendiculaire au rayon. Ouais, parce que vous êtes tangent à la sphère. Parce que sur le dessin, vous avez l'impression que c'est un disque, mais c'est une sphère. Donc, si vous prenez une sphère, vous êtes tangent à la sphère, vous allez bien être comme ça, par rapport à l'endroit. D'accord? C'est ça qui est difficile à voir. En fait, il faut le voir comme ça. C'est-à-dire que si vous continuez votre truc, continuez un cercle comme ça, quand vous êtes tangent à la sphère ici, vous avez le phi qui est comme ça et qui va bien taper comme ça perpendiculairement. Donc voilà, donc maintenant on a ici un dB qui est comme ça. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le dB perpendiculaire dans la direction de Z. D'accord? Donc c'est pas compliqué. Vous avez ici le BZ. Et vous avez simplement que BZ est égal à B fois sinus θ. C'est dB fois sinus θ. Bon, ben maintenant il suffit de remettre tout ça ensemble. Ah oui, donc ce qui faisait remarquer est très vrai. Hein. Faites attention de ne pas vous faire tromper par la perspective ici. Hein. D'accord? Parce que les Eθ et les Eφ sont mal dessinés parce que par exemple le UR, par exemple, vous avez l'impression qu'il part vers l'arrière. En fait, quand vous êtes sur une sphère, il ne part pas vers l'arrière. Il part comme ça, le UR. Vous voyez ce que je veux dire? Le UR, il part comme ça. Il ne part pas comme ça. Donc sur une sphère, comme je vais couper un plan comme ça, on a l'impression qu'il va partir comme ça, le UR. Ce qu'il faut. Quand on est sur une sphère, hein, donc le Φ, il est bien tangent au truc. Bon, alors on va remettre tout ça ensemble et on obtient pour B, pour BZ, hein, c'est toujours BZ qu'on retient. Donc on va obtenir ici, la première partie c'est, alors pourquoi j'ai oublié mon intégrale, donc J0 sinus θ R dθ. Le deuxième terme, il me fait 2π sur R carré fois R sinus θ. Ça, c'est le deuxième terme. Et puis le troisième, il fait simplement fois sinus θ. OK? Donc, si je remets tout ça dans l'ordre, j'ai le R ici, j'ai un R qui va s'en aller. Ici, il va me rester le R qui s'en va, hop, avec le R carré. Et il va me rester le J0 qui peut sortir, le 2π qui sort, et il va me rester, alors à tous les coups, je me suis planté. Il va me rester un truc qui est de l'ordre de 2π J0 fois l'intégrale. J'ai oublié un mu0, excusez-moi. J'ai un mu0 sur 4π qui est devant. Donc du coup les π s'en vont. Il me reste un mu0 sur 2, d'accord? Et puis j'ai un J0 qui va sortir. Et puis il me reste l'intégrale de sinus cube
θ, dθ. Le dθ, il est en haut, excusez-moi. Et est-ce qu'on a bon là ou pas? Avec l'intégrale qui nous donne, est-ce que ça marche? Qui nous donne le résultat de cette intégrale, elle fait 4 tiers. Donc est-ce que c'est bon? Je crois que c'est bon. Hein. Ouais. Et ça, c'est égal à 2 tiers de mu0 J0. Et on a trouvé bon. Voilà. Donc on a le bon résultat. Est-ce que vous nous avez donné le résultat? L'intégrale en bas, en note de bas de page. Ah ouais. Il vous donne les résultats de l'intégrale en sinus cubo. Pour l'ajustement, on a besoin du champ sur un axe Ouais. Z. Sur un axe Z. Parce que c'est le seul champ qui existe de son nul. Si vous regardez la symétrie de votre problème, vous prenez une sphère et vous faites passer du courant comme ça. Si vous regardez la symétrie de votre problème, il n'y a qu'une direction dans laquelle il peut y avoir du champ, c'est celle-là. Sinon, vous brisez spontanément une symétrie, ça, c'est pas possible. Du coup, comment vous avez trouvé la surface de la spire? Je dis que pour avoir le courant dans une spire, on multiplie par la section. Hum. Une spire, c'est comme un fil, quoi. Comment vous avez... Mais la surface, elle est là. La surface, elle est là, R dθ. RDθ. La surface de la spire. C'est ça que je n'arrive pas à voir. RDθ, c'est comme... Vous prenez une spire, le rayon R, dθ, vous voyez, vous faites bouger ça, ça vous fait un petit mouvement. En gros, c'est comme si la spire, ce n'est vraiment pas un fil, quoi. C'est comme s'il y avait une section. Ouais, c'est ça, la spire, vous prenez votre truc, puis vous faites bouger de dθ à chaque fois et vous coupez. Ouais. Chaque fois que vous coupez, vous faites une tranche, chaque fois que vous bougez de dθ. Et vous faites des tranches à chaque fois et à la fin, on fait la somme des tranches. Ok? Bon, donc on a trouvé le champ créé par une sphère. Donc la deuxième chose, c'est qu'on vous demande d'approximer que ce champ-là est constant. Donc ça va. Donc on vous dit que le moment magnétique associé à une spire de rayon R parcouru par un rayon I étant donné, machin de truc, donc c'est donné par I pi R carré UZ. Montrer que celui de la sphère est égal à 4 tiers de pi J0 R cube UZ. Ouais. Là, on fait sur toute la sphère ou sur juste une tranche de sphère comme sur le schéma? Ah non, mais on a intégré, attendez, on a réintégré là. Là, on s'est remis l'intégrale là. Ah, je ne vous ai pas dit, mais on a remis l'intégrale ici. Et l'intégrale, alors je ne voulais pas calculer parce qu'il nous la donne, cette intégrale en bas. L'intégrale de 0 à pi, elle est donnée, parce que celle-là, elle n'est pas calculable de façon triviale. Bon, alors comment ça marche cette histoire déjà? Moi je l'aime bien ce truc-là, ça permet de vérifier 90% des intégrales que je fais. Il est meilleur que moi en tout cas, c'est sûr. Bon, alors, on en était à... Bon, allez, dépêche-toi l'ouvrir, toi. Bon, donc on en était à faire ce machin, donc maintenant il nous demande, pardon, toute cette formule-là, là c'est des mu0 qui traînent. Là c'est un mu0 qu'il y a. De regarder donc le problème du moment cinétique, donc il vous dit simplement que I, du moment magnétique, pardon. Donc il vous dit simplement que I est égal à I pi R carré fois UZ. D'ailleurs, elle est bizarre cette notation parce que je
trouve qu'elle est un peu... Non, c'est mu, pardon, effectivement, c'est mu. Ouais. C'est le champ magnétique qui donne le sens de oui ou bien c'est la normale à l'aspect qui donne le sens de... Non, c'est le mu est donné par le champ magnétique. C'est le champ magnétique ou le champ magnétique. Mais bon, là, je pense qu'ils ont mis ça dans un cas... Donc, I pi r carré UZ. En fait, là, je pense que vous avez raison, je pense que UZ est orienté par rapport à I dans ce cas-là. Et je pense qu'ils ont supposé que UZ est orienté par rapport à I. C'est une bonne remarque, je demanderai qu'ils corrigent ça quand même. Donc en fait, vous considérez ici que vous avez une spire. Donc une autre spire qu'on a coupée dans notre sphère, qui est comme ça, le centre est ici. D'accord ? Vous avez ici un rayon petit r. Vous avez ici un angle θ. Vous avez ici un angle θ. Vous avez ici le centre O. Ok. Vous avez ici une longueur R qui est le rayon de la sphère. Ici, vous avez donc une longueur, vous avez simplement petit r qui est égal. Voilà, petit r est égal à grand R sinus θ. Donc, vous savez simplement, ouais. Petit r, c'est le rayon de ma tranche, si vous voulez, de mon cercle élémentaire. Donc, ce que vous avez, c'est que le dm, donc le moment élémentaire, c'est égal, donc on va reprendre exactement ce que ça vaut. Donc, on a aussi un I pi R, donc ça devient un grand R sinus θ au carré fois UZ. Et le I, alors il faut regarder ce que ça vaut. Le I, on a vu ce que c'était, c'est J0 sinus θ. Et il y a un R de θ qui va arriver. Ça, il faut voir page précédente. Ok. Donc au total, il nous reste un J0 R puissance 3, un pi, et puis il nous reste un sin cube θ, dθ, et je crois que c'est tout ce qui nous reste. Hein. C'est ça? Et comme ce machin, ça fait 4 tiers, il nous reste que quand on l'intègre, on a m qui est égal à J0 R cube 4 tiers de pi. Pardon, fois? Et le volume de la sphère, mais le volume de la sphère, 4 tiers de pi R cube, c'est le volume de la sphère? C'est le volume de la sphère, tout à fait. C'est égal à J0 fois V. C'est ça que vous voulez mettre? C'est ça qu'il vous demande? Non, je ne sais plus comment il le demande. Oui, c'est vrai, c'est ça. Vous trouvez que c'est plus élégant comme ça, c'est ça? Vous avez raison, il faut être élégant dans la vie. Voilà. Hop. Mais je n'ai même pas vu que c'était le volume de la sphère. Donc voilà. Donc ça, c'est juste un petit calcul. Donc, troisièmement, on va regarder les lignes de champ de ce truc-là. Alors, c'est là où ils vous disent, finalement, les lignes de champ d'une spire, c'est connu, et ils vont vous dire, en fait, de considérer que les lignes de champ de notre sphère, c'est la même chose. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'on connaît les lignes de champ loin, et on va dire que les lignes de champ près sont connues, et on va raccorder les deux. Donc, essentiellement, vous avez un truc qui est comme ça. Donc les lignes de champ près dans la sphère, c'est des constantes, hein, puisque le champ est constant dans la sphère. Donc,
Et puis les lignes de champ, je vais considérer que ça se passe gentiment comme dans une bobine, si vous voulez. Et puis j'ai des trucs qui vont faire comme ça, etc., etc., etc. D'accord. Ça, vous connaissez le champ, machin truc de la spirale. Alors, le truc, c'est que ce qu'on se dit quand même, c'est qu'en fait, il risque d'y avoir une discontinuité entre là et là. Alors, pourquoi? Parce que là, vous retrouvez le champ dipolaire, si vous voulez, d'un anneau, d'une spire. Puis dedans, vous sautez à un endroit où le champ est constant. Donc, entre les deux, vous dites qu'il peut y avoir quand même un petit souci, parce que là, vous avez deux phénomènes, deux systèmes complètement différents. Là, le champ dipolaire de l'anneau, là, le champ dipolaire d'un système assez artificiel qui est une sphère. Où le champ magnétique est constant. Donc comment vont se comporter le champ magnétique à cet endroit? Donc c'est un peu le même problème qu'on a en électrostatique des fois pour regarder les champs d'interface. Et on vous dit de montrer que le champ subit un saut qui est donné par mu0 fois JS factoriel UR. Bon. Donc on va regarder ça. Ouais. Ouais. Même pas loin de la sphère. Ouais. Du coup, est-ce que ça c'est... Alors déjà, ça c'est vrai que c'est une approximation qui est relativement fausse. En fait, je pense quand même que quand on a des... Enfin, si on fait une analogie avec l'électrostatique qui est plus intuitive à mon sens, en dehors du problème de savoir si les dipôles marchent ou pas, de toute façon, quand on a des plans chargés, par exemple, des choses comme ça, on sait qu'on a des discontinuités de champ. D'accord? Qu'il y a par exemple des sauts de potentiel, des choses comme ça, qui vont créer des petits problèmes sur le champ magnétique. Donc je suis d'accord avec vous que l'approximation de dire que c'est un champ dipolaire, même quand on est près de R, c'est sûrement faux et ça fait sûrement des problèmes. Mais de toute façon, le fait qu'on ait quand même une interface où on a deux comportements différents, c'est clair que ça va aussi créer des problèmes. Alors lequel est le plus important? Je pense quand même que le fait qu'on ait imposé cette interface va sûrement être très problématique. Si vous chargez une sphère à l'interface, vous avez un problème avec le champ électrique, ça c'est clair. Donc on va vérifier que les champs que la différence des champs à l'intérieur vaut mu0j. Donc pour ça, on va calculer le champ à l'intérieur et à l'extérieur. Ok. Faites gaffe hein, quand même. Il faut remonter parce que là c'est un mu, par exemple. Là c'est un mu, c'est clair. Par contre, quand on remplace à des moments, c'était mu0. Donc faites attention. On a le champ à l'intérieur, on l'a déjà calculé. Donc le BI, ça on l'a déjà calculé. BI, on sait ce qu'il vaut. Il vaut 2 tiers de mu0 J0 fois UZ. Ça, c'était pas juste au centre Ça, c'était pas juste... Non, on considère qu'il est constant dans la sphère. Oui, c'est vrai. Je sais plus où on marque, mais quelque part c'était marqué. Alors maintenant, le champ à l'extérieur de la sphère. Alors ça, on a calculé le moment magnétique tout à l'heure. D'accord. Donc je vous rappelle que le moment magnétique à l'extérieur,
de la sphère, on nous l'a donné, c'était... donc on avait le rayonnement dipolaire, c'était 4 tiers de pi, de pi 0 r cube. Là, c'était le moment dipolaire de la sphère. Et vous trouvez que le champ extérieur, c'est simplement U0, U0 sur 3. Alors en fait, le problème qu'il y a dans ce truc-là, c'est que le champ à l'intérieur de la sphère, si vous regardez à la limite de ce qu'on a calculé, c'est-à-dire ce champ-là, il est porté par UZ. D'accord ? Or, UZ, c'est un truc qui est horizontal. Donc ça veut dire que par rapport à quand vous allez vous balader à la surface de la sphère, il y a un moment quand je vais vous faire un dessin, si vous regardez quand il est tout en haut de la sphère, votre champ est complètement tangentiel à la sphère. Quand vous êtes ici, il est complètement perpendiculaire à la sphère. D'accord ? Et puis là, il va être à peu près au milieu de la sphère. Ok ? Donc pour regarder ce qui se passe à l'interface, on va être obligé de décomposer notre champ sur les composantes en Uθ et Uφ et Uz de nos composantes polaires ici et ici. Ouais. Est-ce que vous pouvez juste expliquer comment vous avez trouvé le B extérieur? Alors le B extérieur, on est parti du moment qu'on avait, du moment dipolaire qu'on avait. Donc on a dit que, on avait écrit que le champ extérieur c'est égal au moment magnétique sur 4 pi r cube. Alors d'où ça vient, ça je ne sais plus. C'était ça. Et après, il suffisait de le simplifier. Puis après, vous écrivez que ça, c'était... en blanc, oui. Et puis vous remultipliez par ce que vous aviez à la question d'avant, qui était le 4 tiers de pi J0 R cube. D'accord ? B, c'est mu sur V. Hein, Mais ça, c'est le moment magnétique, on est bien d'accord, ouais. c'est le mu. Et après, pour avoir le champ, on a mis dans la formule qui était au-dessus, non? Hein? Et du coup, le mu0, Il y a un mu0 ? Est-ce que vous avez écrit, vous, dans l'extérieur, mu0? Ah putain, non mais attendez, j'ai pas des mu0, oui, non mais excusez-moi. Dans le 2 tiers, si, ça c'est un mu0. Dans le 2 tiers, c'est un mu0, c'est pas un mu0. Attendez, je suis paumé là. Dans le 2 tiers, c'est un... Si, attendez, ça c'est des mu... Là, c'est des... Là, c'est un mu0 dans le premier. Parce que là, il y a des mu0... Il y a des mu0 qui traînent d'ailleurs, attendez. Attendez, il y a des mu0 qui traînent quand même, il faut faire attention. Il y a des mu... Dans B extérieur, vous trouvez mu0, J0. Sauf que le mu0, il n'y en a pas dans mu. Donc vous dites que B extérieur, c'est mu sur 4 pi r cube. Et dans mu, il n'y a pas de mu0. Oui, non mais ça c'est... Donc il y a tout le mu0 du B extérieur. C'est celui-là, c'est un mu, ça. Pardon? Ça, c'est un mu, c'est ça, vous me dites? Non, ça, on ne sait pas juste pas d'où il vient. ça vient de là. Attendez, ça vient de... Si c'est marqué. Il était un peu sur... Ah, bah, ça, oui. Ah ouais, d'accord. Non, c'est juste tout bête, ça vient juste de dessus. Mais c'est vrai que du coup, on n'a pas la projection avec l'Écosse et. Non mais attendez, ça, elle va venir après, attendez. Après, on va les projeter, ces trucs-là. Parce que maintenant, effectivement, le problème, si on veut trouver la discontinuité, c'est qu'il va falloir qu'on regarde ce qui se passe sur chacune des composantes en UR, Uθ et Uφ. D'accord ? Et c'est là que ça va devenir un peu plus compliqué. Alors, on va d'abord exprimer UR et Uθ.
Bon, alors là, il faut regarder comment ça se passe sur votre dessin. Alors ça, si vous êtes sur une sphère comme ça, vous avez le centre ici. Vous avez UZ qui est comme ça. C'est ce qu'on a appelé UZ, mais ce n'est pas un vecteur de la base. Vous avez ici Uθ. Alors Uθ, il est comme ça. Je vais le faire plus gros, sinon on ne va pas arriver à voir tout ce qu'on veut voir. Donc, UZ comme ça. Uθ qui est comme ça. Ok. Et puis vous avez Uro. Alors Uro, lui, alors c'est lui, pardon, c'est Uro, excusez-moi. Et lui c'est Uro. Et UZ il est complètement horizontal. Vous voyez. Donc UZ, lui, c'est un vecteur qui ne bouge pas, il est horizontal où vous soyez. D'accord. Par contre, donc il est parallèle à l'axe de base ici. Il est toujours parallèle à la base. Okay. Et là, il y a un angle θ. Okay. Alors, ce que vous voyez immédiatement, c'est que l'angle θ, vous le retrouvez ici. Okay. Bon. Donc, du coup, UZ. Alors, c'est moins sinus θ, Uθ, plus cos θ, Uro. Ben parce que si vous regardez bien, quand vous projetez, là, poum, il vient dans le négatif en fait, là. Truc là. Alors là, ça se voit pas trop parce qu'il est trop bas mon truc. Si vous faites tourner l'angle plus, si vous faites, faites tourner plus l'angle et vous allez voir que ça se fait. Si vous faites tourner plus l'angle, sachant que celui-là reste toujours horizontal, hein, vous allez voir qu'il va se projeter en négatif. En fait, ici, on a l'impression qu'il vaut 0. Parce que j'ai pris l'angle trop petit là. Voilà, donc ça, on a fait le calcul pour B de UZ, donc on a le calcul pour le B à l'intérieur, d'accord. Alors, le B extérieur maintenant, on avait ou pas ce calcul? Je ne sais pas où on en était là. On avait B extérieur. Ouais, donc je regardais le champ UZ en B extérieur, où c'est qu'on l'avait donné. Ah oui, au début, je suis bête. Je suis un peu idiot parce que c'est donné au début de la formule. Tout à fait. Donc, le B extérieur, maintenant, on l'a. Je vous remercie de suivre à ma place. Donc, le B extérieur, le B intérieur, maintenant, on l'a. Et il vaut simplement ce qu'on a dit. Donc, on a vu que c'est... alors, si je reprends la formule, c'est 2 tiers de mu0 J0 facteur 2 moins cosinus θ Uθ plus cos θ Uro. Et maintenant le B extérieur, donc celui-là, effectivement, comme vous me le rappelez, il est donné par la formule qui est donnée en haut.
Donc on a fait déjà le calcul avec le mu0 mus sur 4 pi r carré, donc on a déjà fait ce calcul-là. Et ça nous fait mu0 j sur 3. Et il nous reste comme terme 2 cos θ UR plus sin θ θ. Alors, il y a tout ce qui est bon, sauf un problème de notation quelque part, non? Il y a des ρ qui sont transformés en euro. Ouais, ça c'est un euro pour moi, c'est un ER pour lui. Voilà. Bon, ben, il suffit de faire la différence et de regarder si on a bien ce qu'on attend comme résultat. D'accord, donc B extérieur moins B intérieur. Ben, on va faire la différence. Donc en fait, bon, les préfacteurs c'est les mêmes, donc ça il n'y a pas de problème. Donc il nous reste 2 cosinus θ euro plus sinus θ uθ moins sinus θ uθ. Alors ça va se transformer en plus ici, moins cosinus θ euro. Il y a N2 quoi. Pour le B intérieur, il y a 2. Pour le B extérieur, c'est 1. Donc ça, il y a un 2 ou ça? C'est pas exactement le même préfacteur. Il y a 2 tiers et. Il y a un 2 tiers, effectivement. Donc ça veut dire qu'il y a un 2 qui apparaît sur les premières, ou sur les deuxièmes. Attendez. Là, il y a un 2, c'est ça que vous me dites? Il y a N2 qui apparaît. Là, il y a un 2. Oui, N2 sinus θ plus θ. Moins 2 sinus θ. Comme ça? Plus 2, non? Non, parce que j'ai un plus 2 sinus θ uθ. Moins 2 cos θ euro. Ok? Bon, alors, est-ce que tout ça, ça nous fait quelque chose d'intelligent? Je pense qu'on a fait une erreur de signe quoi. Là où Pourquoi? on avait exprimé IZ, c'est plutôt sin θ plus sin θ uθ. Tout ça? Là où on avait exprimé IZ dans la base uθ UR. Moi, j'avais le même résultat, moi, par contre, pour ça. J'ai moins sin θ plus cos θ. Le moins, ça ne nous arrange pas. Non, moi, j'avais... Attends, je vais regarder, mais je crois que j'ai le même résultat, par contre, là. J'ai les cos θ qui s'en vont. J'ai un résultat qui est en mu0j sin θ, effectivement. Ouais, enfin, pas un facteur 3, ça doit marcher normalement. Donc ça nous fait les cos θ s'en vont, c'est ça? D'accord, et il nous reste 3 fois mu0j sur 3, c'est ça? Fois u θ. C'est égal à mu0, ce qu'il nous demande, hein, c'est ça? Hein, mu0j vectoriel UR. Bah quand même on y est arrivé. Hein. Si mettant à 10 on y arrive. Voilà. Les sinus, il en fait, parce qu'il est dans le JS. Non, J0 aussi. Ouais. Non mais en fait je crois que c'est bon là. Ouais. C'est faux. Il faut le voir quoi. C'est chiant à faire ça. Parce que... Bon, de toute façon vous le regarderez en ligne. Vous le regarderez en ligne ou à l'écrit et puis ça sera assez évident. Ça c'est le genre de truc à faire assis au calme un soir, il n'y a rien de difficile mais c'est un peu pénible. Bon, on va attaquer un peu quand même on a cours jusqu'à quelle heure? Jusqu'à moins le quart, c'est ça?
Bon, on va attaquer un peu le von Neumann. Bon, on va commencer un peu ça quand même. Pour pas vous laisser partir, Joe. Alors, première chose, la précession de l'arme. Donc la précession de l'armor, c'est vachement important parce que c'est ce qui donne en particulier, enfin entre autres, hein, mais le mouvement des machines de RMN. Donc, quand on fait une imagerie médicale, en fait, on fait précesser les spins, enfin les protons d'hydrogène de l'eau, on les fait précesser à la fréquence de l'armor, et en fait on envoie une onde radiofréquence, et quand elle est à la bonne fréquence, en fait on fait un gradient de champ magnétique, si vous voulez, dans votre corps, c'est dans ce qu'on regarde. Et à une certaine fréquence, on envoie une onde radiofréquence qui est à la même fréquence que la précession de l'armor. Et donc, vous avez une résonance qui apparaît. Et donc, quand vous avez plus ou moins d'eau dans le corps, vous avez un signal plus ou moins fort. Et c'est comme ça qu'on constitue l'image. Donc, c'est ça la précession de l'armor. Donc, première question, la force totale que sent l'électron. Donc, ça, c'est pas compliqué. C'est dans le cours où c'est simplement que F est égal à Q V vectoriel B moins B sur dt. D'accord. C'est égal à Q vecteur de V vectoriel B. Alors, ouais, une erreur, c'est pas dB sur dt, c'est dA sur dt. C'est le potentiel vecteur qui intervient. Donc Q vectoriel B moins 1,5 de D sur dt de B vectoriel R. Donc ça, c'est un choix de jauge, comme je vous explique très bien dans le poly. Je pense qu'il vous en parle. Vous pouvez choisir plein de jauges qui vous plaisent. Donc je sais pas comment ils l'appellent. Ils vous disent quoi pour la jauge? Ils vous disent que la jauge choisie est la jauge de Coulomb. Donc elle a un gros avantage, cette jauge, c'est qu'elle est symétrique, comme vous pouvez le voir. C'est-à-dire que vous respectez la symétrie symétrique du problème. Non, parce que on vous la rappellera, je pense. Mais l'avantage de la jauge de Coulomb, c'est qu'elle respecte la symétrie cylindrique du problème. Mais c'est pas forcément la plus simple à utiliser. Par exemple, quand vous faites un truc que je connais bien, c'est les fluides quantiques. C'est la jauge, celle-là respecte plus la symétrie, mais c'est pas la plus facile au niveau des calculs. Des fois, vous en avez une qui est connue, c'est la jauge de je sais plus quoi, qui vous fait 0,0B par exemple. Ah, et qui est à 0,0B, celle-là, elle marche mieux pour des calculs. Enfin, bon. Là, on vous dit que c'est comme ça, vous allez voir pourquoi dans la suite. Donc ça, c'est la force. Hop, la force au ça. Et on est content. Il y a moyen de retrouver le DA sur dt, parce que moi, parce que c'est vraiment Ah non, ça, faut le savoir. En mécanique quantique, vous avez le terme. Excusez-moi, pour la mécanique quantique, vous avez l'électromagnétique, vous avez un terme qui apparaît, qui est la dérivée du potentiel vecteur. Il apparaîtra aussi en mécanique quantique. Je pense que vous le voyez déjà. C'est également de A pour aller avec E dans l'autre équation de Maxwell dans l'article. Ouais, c'est ça, vous avez un rod qui intervient. Non, ce qui change, c'est là, la jauge, vous ne pouvez pas le choix. Enfin, la jauge, vous avez un libre arbitre, ils vous la donneront. Par contre, ce terme-là, il faut s'en souvenir. Mais souvenez-vous-en, je ne sais pas comment on peut s'en souvenir, ça veut dire qu'il y a un champ qui varie quelque part. Si vous voulez. Enfin, je ne sais pas, c'est relié au champ. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Faites-vous un procédé mnémotechnique. Bon, ensuite, on vous parle du moment cinétique. Donc, vous avez dl sur dt. Alors, dl sur dt, c'est la somme des moments des forces. D'accord? Alors, ça, c'est facile à se rappeler. C'est le théorème du chien, si vous voulez. C'est-à-dire que le chien, quand il ouvre la porte, il pousse du côté de la poignée et pas du côté du gond.
Parce que le chien connaît le théorème du moment cinétique. Donc voilà, si vous ne vous rappelez pas, vous demandez à votre chien, il vous expliquera ce que c'est. Bon, vous avez écrit quoi? Je vais écrire. Les variations du moment cinétique, c'est la somme des moments des forces. Je sais pas comment, c'est des M, je sais pas comment faire. À mon époque, on faisait des M bizarres pour la somme des moments des forces. On va faire un M normal. Et donc je disais que un animal, il a très vite compris que pour ouvrir la porte, il faut pousser du côté de la poignée et pas du côté du gland. Donc je disais qu'un chien, il connaît le théorème du moment cinétique. Par essai, mais il le découvre quand même. Voilà, et donc le moment des forces, c'est R. Le moment, c'est R vectoriel la force. Hein. Donc ça, c'est vraiment la même chose qu'en mécanique classique du point. Donc ça, on peut aller assez vite. Hein. C'est vraiment la même chose. D'ailleurs, c'est la même chose. Donc ça vous fait que dl sur dt est égal à QV vectoriel B, pardon, QR vectoriel V vectoriel B moins 1 demi de D sur dt de B vectoriel R. Hop. Et là, pour finir en beauté, on va dériver ce machin. Et ça vous fait que dl sur dt est égal à Q fois R vectoriel V vectoriel B moins 1 demi de B point vectoriel R plus B vectoriel R point. Et là, on est content. Alors, on peut juste l'écrire, le développer. Ouais, on va le développer quand même, ce sera plus joli. Donc, c'est égal à Q, R, vectoriel V vectoriel B, moins 1 demi de R vectoriel B point vectoriel R, plus 1 demi de R vectoriel B vectoriel R point. Alors pourquoi on a fait tout ce bazar? Ben parce que si on regarde bien, on a plein qui sont nuls en fait. Donc, alors celui qui est nul, on va les regarder un par un. Alors le premier... alors le premier... Ah, j'ai oublié une flèche déjà sur le premier, c'est pas très beau. Alors, le terme du milieu, le terme du milieu, ouais, celui-là il est nul, ça c'est clair. Alors, celui-là, il est nul parce qu'on a dit qu'on se mettait sur une orbite circulaire. Quand au début, ils vous disent que vous êtes sur une orbite circulaire. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Du coup, celui dans l'orbite circulaire, elle est usée sur un perpendiculaire, c'est ça? Ben ouais, parce que vous êtes sur un cercle. Vous êtes sur une orbite circulaire. Mais je suis en train d'écrire une bêtise, non, parce que c'est le premier qui est nul, c'est pas le deuxième. Ouais, c'est C'est le premier qui est nul, c'est pas le deuxième. Parce que ceux-là, ils sont perpendiculaires, donc c'est ceux-là qui sont parallèles. Celui-là est parallèle, parce que si vous faites V vectoriel B, ça vous fait bien un terme qui est perpendiculaire à R.
V, il est perpendiculaire, il est linéaire à R, c'est ça l'histoire? Vous avez V qui est comme ça, B qui est comme ça. Donc V vectoriel B, ça vous fait un truc qui part comme ça. Ah ouais, je sais pas qui veut dire. On a tout le temps V qui est perpendiculaire à B de manière générale. Et B vectoriel R, c'est un truc qui part comme ça. C'est ça. Donc vous avez bien R vectoriel B, ils sont bien dans le même sens, donc ils font bien 0 le premier, le deuxième ne fait pas 0. On est d'accord. Que le premier V vectoriel B, il est comme ça. Et R, il est comme ça. Donc ils sont bien parallèles les deux. Par contre, pour le deuxième, B vectoriel R, il est comme ça. Et R, il est comme ça. Donc eux, ils sont orthogonaux, au contraire. Ok? Comment on peut voir que V et B ils sont perpendiculaires? Ah ouais, si. On est sur un cercle, hein, et B, Ouais. par construction, hein, c'est par construction.